Chaque jour a une sagesse. Entre le Tchad et le Cameroun, deux pays frères, la pilule a du mal à passer. Le 20 avril 2023, le secrétaire général de la présidence du Tchad a signifié dans un communiqué que N'Djamena décidait du rappel de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun pour consultation. Des usages normaux en diplomatie, mais qui, la plupart du temps, couvrent des malaises qui perdurent. La situation du Cameroun, par contre, interpelle dans la sous-région quand on sait les difficiles rapports aujourd'hui avec le Gabon, mais également avec la Guinée équatoriale. Jusqu'où ira ce malaise justement diplomatique, si on pourrait l'appeler ainsi? Dans le cadre de cette émission Regard panafricain avec notre illustre invité, nous essaierons justement de comprendre la tractation autour de la nationalisation de cette entreprise, des actifs et tout, en tout cas, et les droits de la compagnie pétrolière ex-Esso, convertie aujourd'hui en Savannah Énergie par le Tchad. Plus de précision, bien sûr, dans le cadre de cette émission, mais ce n'est pas tout. Nous parlerons également de dédollarisation. On constate que la France et le Brésil s'activent. Les deux pays ont donc décidé d'arrêter d'utiliser le dollar pour leurs différents échanges. Pour le Brésil, ça peut se comprendre, mais la France, est-on en droit de penser que c'est un revirement de situation? L'on s'interroge également dans le cadre de cette émission Regard panafricain. Notre invité n'est nul autre que Passion Parfait d'homme, homme politique. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, princesse Cassandra Begoudé. Bonsoir à nos millions d'internautes, de téléauditeurs, c'est comme ça que vous appelez. En effet. Bonsoir à nos valeureux techniciens, bonsoir en particulier au Grand Dibonguin, n'est-ce pas, qui réalise, n'est-ce pas, cette belle galette. C'est toujours un plaisir pour moi de répondre présent chaque fois que je peux à vos émissions. Et bonsoir aussi aux musulmans du monde, d'Afrique, à nos amis musulmans qui ont aujourd'hui mis fin, n'est-ce pas, à cette période de jeûne, n'est-ce pas, du Ramadan. Je pense principalement à mon jeune frère ami de toujours, Mohamed Bachir Ladan, le grand maestro, et qui nous a offert une réception, n'est-ce pas, qui va dans le sens de la fraternité, que le panafricanisme met toujours en avant. Et c'est un moment aussi, je l'espère, pour eux, les musulmans, d'espérer que tous les sacrifices de ce jeûne, toutes les prières qu'ils ont portées à Allah, trouveront, n'est-ce pas, une réponse favorable. Peut-être pas une réponse favorable, mais au moins une attention de la part de Allah, de très grand et miséricordieux. C'est le seul qui décidera en dernier ressort quoi faire, mais nous souhaitons que Allah exauce les prières. Merci pour cette invitation. C'est un plaisir de vous recevoir à Passion Parfaite, dont on démarre les hostilités juste après cette transition. Et vous nous regardez sur nos différentes plateformes For You Media Africa, nous écoutez sur la 96.3 FM For You Radio, mais également via l'application For You Media téléchargeable sur Play Store.
Passion parfait d'homme, nous parlons de ce malaise diplomatique qui pourrait exister aujourd'hui entre le Tchad et le Cameroun après cette communication de Gali Gotegata, qui est le secrétaire général de la présidence de la République du Tchad. Dans ce communiqué, celui-ci mentionne bien des mots. Déjà, le quatrième paragraphe de ce communiqué nous intéresse et je m'en vais le lire. Et ce jour 20 avril 2023, par voie de presse, le Tchad a appris la signature d'un accord prévoyant la cession par une filiale de Savannah Energy PLC de 10% du capital social de Cameroun Oil Transportation Company SA, COTCO, en contradiction avec les conventions et les statuts de COTCO à la Société nationale des hydrocarbures SNH du Cameroun. Par la suite, sur un autre registre, le Tchad, dans le cadre de l'acquisition des actifs de Petronas, a déposé, en accord avec cette dernière, un dossier d'agrément en bonne et due forme comprenant le contrat de cession signé entre le Tchad et Petronas auprès des services en charge de la concurrence de la CEMAC, conformément à la réglementation la réglementation communautaire en vigueur. Le dernier paragraphe cite: par conséquent, le Tchad décide du rappel pour consultation de son ambassadeur auprès de la République du Cameroun. Passion parfaite d'homme, une information ou du moins une actualité qui a peiné certains qui estiment aujourd'hui que les deux pays frères vont là vers un malaise diplomatique à cause de cette bavure, peut-être bien des deux côtés finalement. Bon, écoutez, je ne pense pas que la situation va se tendre davantage. C'est une alerte qui a été envoyée en direction du Cameroun par le gouvernement tchadien qui n'est pas du tout satisfait de la manière dont les choses se sont déroulées en ce qui concerne la cession d'actifs, n'est-ce pas, d'actifs de la société Petronas, mais peut-être aussi ESSO, vis-à-vis de la partie camerounaise, qu'ils estiment que cela ne correspond pas aux accords, aux règlements statuant en la matière par rapport à la CEMA. Et ils estiment que de leur côté, ils ont fait l'essentiel de ce qu'il fallait faire en termes de demandes qu'ils ont d'ailleurs envoyées au Cameroun. Et ils s'étonnent que le Cameroun n'ait pas eu, j'allais dire, la décence de répondre, n'est-ce pas, à leur requête, ni à envoyer ces mêmes requêtes au niveau de la CEMA, qui est comme l'arbitre dans ces questions-là. En fait, l'organe de la CEMA qui statue en la matière, dans une sous-région, ils estiment que c'est une manière de faire des bébés dans le dos. Et pour la partie camerounaise, en acceptant ou bien en orientant la conclusion de cet accord en excluant le Tchad, n'est-ce pas, en ne prenant pas l'avis du Tchad pour conclure cet accord avec les parties tiers qui sont, je crois, la société Petronas et je crois et ça aussi. Donc, mais c'est une vieille question, c'est une question qui est ancienne, c'est une question qui est très ancienne, qui concerne comment Savannah est arrivé dans ce hub, n'est-ce pas, qui essaie de gérer le transport de pétrole de Doba, tchadien de Doba jusqu'au terminal pétrolier de Kribi. Bon, COTCO est la société John Venture qui assure ce transport de pétrole par le biais d'un groupe pipeline. Alors, mais il y a eu des accords et il y a eu des pourcentages, n'est-ce pas, de parts qui ont été pris et par le Tchad et par le Cameroun et par la société COTCO qui est majoritaire dans le truc. Et ça un accord avec la société ExxonMobil qui est quand même la société qui exploite le pétrole tchadien. Mais à un moment donné, ExxonMobil va se retirer, n'est-ce pas, de la gestion, n'est-ce pas, de cette joint venture avec COTCO et va vendre ses parts. Ces parts donc seront rachetées, selon le Tchad, de manière subreptice par une société appelée Savannah. Mais quand
on étudie très bien, de fond en comble, d'où vient la société Sabana, qui est une société anglaise. Cette société a pu opérer cette OPA inamicale du point de vue tchadien, mais avec la complicité aussi des fonctionnaires tchadiens. Ça, les gens ne le disent pas assez. On voit beaucoup plus la partie camerounaise. Cette session a été possible que parce que du côté tchadien, les gens avaient donné aussi leur accord. On ne dit pas beaucoup. Pourquoi? Parce que cette affaire-là explose, revient en surface avec le départ de Maréchal Idriss Déby Itno et les changements qui sont intervenus au niveau de la gestion du pétrole et l'annexe qui est le transport de ce pétrole par le biais de ce pipeline. Donc toutes les organisations, toutes les personnalités qui étaient détentrices d'un pouvoir quelconque au niveau des institutions qui géraient ces opérations, avec l'arrivée de nouveaux pouvoirs, je peux vous dire que presque 90% de ces gens ont été évacués, ils ont été mis de côté. Les nouveaux qui arrivent se rendent compte qu'il y a des accords qui ont été signés, mais qui ne correspondent pas à ce qu'ils auraient voulu comme type d'accord en termes de ce qu'ils auraient pu engranger comme profit pour le Tchad. Donc, vous voyez donc que c'est une question où, entre les signataires de l'accord avec au moment où Savannah prend les cessions des droits de l'ancien ExxonMobil et la société qui était un peu qui s'occupait de la partie tchadienne, et le moment où le nouveau pouvoir arrive, il y a un petit décalage, il y a une petite période de latence. Les nouveaux gestionnaires arrivent et ils se rendent compte qu'ils sont devant le fait accompli, ils refusent de s'aligner. C'est comme ça qu'ils vont donc porter plainte au niveau de la commission d'arbitrage, la CEMAC, en estimant qu'il y a des choses qui ne se sont pas passées dans les règles de l'art. Et il faut donc justement que les deux parties rentrent dans une période d'arbitrage, oui, pour qu'on puisse voir un peu plus clair là-dessus et que la France, le Tchad puisse se sentir à l'aise sur les accords finaux qui vont être signés. Malheureusement, dans ce processus, le Tchad estime qu'ils ont été grugés parce que finalement, ils n'ont plus été consultés. Malgré les relances nombreuses qu'ils ont fait à la partie camerounaise, ils ont eu l'impression qu'ils ont été mis devant le fait accompli, d'où la brouille entre ces deux pays sur cette question-là. Et malheureusement, comme d'habitude, les bureaucrates de nos États sont d'une lenteur proverbiale, mais dans le fond du problème, c'est tout simplement un couac qui se produit au niveau des relations entre ces deux architectures de ces deux pays qui gèrent cette question-là, parce que du côté tchadien, l'ancienne équipe qui était en accord avec la partie camerounaise n'existe plus. Et donc, vous voyez donc là-dedans les questions d'intérêt. Parce que dans cette signature, ce qu'on ne dit pas assez, et je suis désolé de le dire, c'est qu'il y a des barchiches, il y a des pots de vin. Bon, une partie, une société neutre, comme la société Savannah, je ne dis pas quel sens que c'est des anges, peut estimer qu'elle, de son côté, avait déjà rempli son contrat et qu'il est hors de question que le changement de direction à la tête du Tchad et des équipes censées gérer ce dossier-là, oui, l'amène à l'oblige, n'est-ce pas, à créer un avenant, surtout avec les coûts financiers que cela peut comporter, surtout qu'ils n'avaient pas prévu ça dans leur business plan. Donc je crois que c'est une question de mésentente, c'est une question le Tchad force la main et à Savannah et au Cameroun de s'asseoir de nouveau sur la table de négociation, de renégocier pour, parce que c'est un vieux dossier que j'ai un peu suivi, oui, pour les deux parties, en fait, un accord qui avait déjà été conclu. Mais une fois de plus, cela ne dédouane pas la partie camerounaise de jouer avec cette manière, cette lenteur qui ressemble un peu à une espèce de condescendance, oui, en n'apportant pas des réponses claires, n'est-ce pas, aux questions et aux revendications tchadiennes. Merci Passion Parfendum pour ce premier jet. Alors là, j'aimerais peut-être que l'on puisse appesantir justement sur le petit brouillon, non, je voulais dire brouillage, c'est mieux, le petit brouillage qu'a donc causé ce changement de pouvoir au niveau du Tchad dans cette affaire, car vous l'avez bien souligné tout à l'heure, de nouveaux acteurs sont entrés en jeu. Et donc, il est question de rafraîchir le dossier et
de se parler Cameroun et Tchad. Mais ce que le Tchad a fait, c'est qu'il est resté cramponné sur les dossiers qu'il avait déjà, en pensant que tout continuerait de couler comme de l'eau de roche. Et le Cameroun, lui, a profité de cette petite glissade pour s'insérer. C'est bien ça, si je comprends bien. Pour la partie camerounaise, la question a déjà été réglée. C'est la question Sadiane qui remet en cause le Gentleman Agreement qui a été adopté par, en fait, ils ne le disent pas ouvertement, mais par la partie tchadienne qui gère le dossier. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ne sont pas d'accord avec les conclusions et les clauses. Donc, ils décident d'attaquer et obligent le Cameroun à revenir sur la table de négociation pour renégocier justement cette acquisition de la part de Savannah. Quand vous écoutez les thèmes dans lesquels le communiqué, par exemple, traite la société Savannah, c'est avec beaucoup de mépris. Parce que les nouvelles autorités ont estimé que la société Savannah n'est pas venue le voir en leur disant, écoutez, il y a une situation qui est comme celle-ci, et c'est nous qui avions déjà, et bon, qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau pour que, bon, vous qui venez d'arriver, vous n'ayez pas l'impression qu'on vous aime. Mais une fois de plus, quand on regarde très bien ce qui se passe, les administrateurs en charge de ces dossiers qui explosent là, au nez. En fait, le Tchad fout un violent coup de pied dans la fourmilière et qui met à nu, n'est-ce pas, les micmacs, les rapports faits de pots de vin et de corruption qui entourent souvent, n'est-ce pas, ces négociations glauques et que nous, les citoyens lambda, on n'a pas souvent la capacité de détricoter. Donc voilà, en fait, le fond du problème, c'est que c'est une espèce de petite mafia, mais maintenant qui a été mis à découvert et qui crée ces problèmes. Qui crée les problèmes d'autant plus que du côté camerounais, la bureaucratie étant tellement lente, la partie tchadienne a considéré cette attitude de la bureaucratie camerounaise qui gère ce dossier comme une espèce au-delà de la négligence, de condescendance. Donc, elle attaque. Et cette attaque peut produire des dégâts assez importants parce qu'on n'est pas du tout sûr que, par exemple, du côté camerounais, le chef d'État avait vent qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans ce secteur-là. Le chef d'État peut donc maintenant être tenté de s'occuper, d'ouvrir un peu, comment dire, les yeux pour s'occuper de fond en comble de ce dossier et cela peut entraîner des dégâts au niveau des gestionnaires, n'est-ce pas, de ce dossier. Donc je crois que là nous sommes encore face aux errements de nos gestionnaires, de certains pans d'activités qui sont extrêmement importants. C'est compliqué parce que quand vous parlez de gestion d'actifs, vous ne pouvez pas comprendre comment une société comme Savannah, à peine créée, et puis quand même fait même basse. Cette part, elle est négligeable, elle n'est pas importante par rapport à ce que ExxonMobil pensionne, mais qui, du point de vue du Cameroun de Tchad, est non négligeable parce que c'est ça qui rentre dans le portefeuille finalement de ces deux États. Et la société Codco, elle aussi est indexée, mais n'oubliez pas que c'est une société qui ne s'occupe que du transport du pétrole, parce que elle n'exploite pas, elle ne fait que transporter du pétrole. Donc, vous voyez donc le gap qu'il y a entre les masses monétaire en circulation et bon, j'allais dire les miettes sur lesquelles nous sommes obligés de nous agripper et de nous battre bec et ongle pour essayer de protéger la petite part de ces miettes-là qui est devenue revenir. C'est ça le fond de ce malaise entre ces deux pays. Et au milieu de tout cela, que peut dire ou alors que peut faire la CEMAC, la sous-région, réellement en tant qu'arbitre peut-être, finalement? C'est d'abord la force de la CEMAC. Il faut que les fonctionnaires en charge de cette question au niveau de l'instance de la CEMAC qui s'occupe de ces questions de régulation et d'arbitrage et des coups de franche puissent ne pas subir des pressions de gauche à droite en fonction du poids économique et politique réel des États. Je regarde, sur mon regard, je parle du Cameroun. Donc, pour que cette institution soit en capacité vraiment d'interpeller vivement les États ou bien les groupes qui sont fautifs et les obliger à répondre, n'est-ce pas, des requêtes à la fois tchadiennes, mais surtout à faire la lumière dans cette affaire dont le commun des Camerounais se serait passé aujourd'hui, et même des Africains d'Afrique centrale tout court. Mais cette affaire a le mérite de mettre en lumière les micmacs
qui entourent souvent les signatures de ces accords, les acquisitions de certains pans de nos souverainetés économiques et l'ensemble de cet univers extrêmement gros qui entoure les questions de pétrole. C'est un ami qui rigolait un jour, il me disait, mais parfait, dans le monde, dans le business en Afrique, les questions qui touchent au pétrole, c'est à peu près comme des questions qui touchent à la drogue. C'est tellement opaque, c'est tellement flou, que pour démêler les chevaux dans ces accords, dans ces contrats, dans ces cessions d'actifs, etc., c'est vraiment de la gymnastique de la haute voltige en termes de, n'est-ce pas, de gymnastique. Donc, nous sommes face à cette situation qui nous rappelle quand même que la plupart de nos richesses, n'est-ce pas, que ce soit, ça peut être des minerais, ça peut être des, n'est-ce pas, ces minerais extractifs, comme c'est le cas de ces hydrocarbures, font souvent l'objet d'un certain nombre de procédures, d'accords, de négociations qui, en réalité, en fine, font toujours perdre beaucoup aux États tiers. Quelques fonctionnaires, plus ou moins véreux, gagnent parce qu'ils participent à la négociation de ces contrats, mais en gros, ce sont les États qui perdent. Et c'est ça qui explique, justement, que le gros des situations qui créent souvent, mais malheureusement, des guerres les plus violentes, sont issues de ces questions, de ces hydrocarbures, de ces mines. C'est ça qui participe souvent à la déstabilisation de certains pays. Vous vous rendez, bon, à titre de rappel, vous savez quand même que le président Lissouba va perdre son pouvoir à cause d'un contrat pétrolier négocié avec les Américains, mais qui ne satisfaisait pas les Français. Voilà comment les Français vont remettre sur la sellette la question du départ du pouvoir de M. Lissouba et avec le retour du président Sassou Nguesso. Et vous avez connu la période la plus violente, quand l'explosion a été la plus violente avec ces deux groupes, les Ninjas et les Cobras, qui s'affrontaient au Congo et à Brazzaville, avec le cortège de milliers de morts. Donc, il faut qu'on fasse attention avec ces questions-là, parce que c'est des questions qui touchent à... c'est-à-dire que, comme on est pauvre, on n'est pas assez. Les portefeuilles, j'allais dire, les portefeuilles de nos pays sont légers. Quand vous touchez à un point aussi important comme ça, qui permet, dans notre misère, à ce que les États essaient d'augmenter leur masse financière pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions auxquelles ils font face de manière quotidienne dans leurs États, et qu'un État se rend compte qu'il a ce manque à gagner de ce niveau parce qu'il y a un contrat qui a été signé sur son dos et qui ne permet pas, en termes d'État ou bien en termes de groupe dirigeant, d'avoir quand même une somme plus ou moins consistante leur permettant de pouvoir jouer un peu plus tranquillement. Effectivement, ça peut déboucher sur ce type de malaise où les gens disent nous avons un manque à gagner énorme dû au fait que les actifs ont été cédés à un tiers sans notre aval, mais surtout en piétant dans ce que nous considérons comme nous revenons de droit. Et ce sont d'actifs, quand on le dit comme ça, le mot ça va vite. Ce sont d'actifs, mais ce sont des sommes d'argent énormes qui sont pensionnés dans ce qui aurait pu constituer, n'est-ce pas, l'escarcelle financière de ce pays, n'est-ce pas? Et là, c'est douloureux, c'est tellement douloureux, et bon, les gens peuvent remettre en question les signatures de ceux qui n'étaient pas là hier, quand un nouvel exécutif arrive au pouvoir et remet en question un certain nombre d'accords qui a été signé, n'est-ce pas, par le groupe précédent. C'est vrai que les gens ont rétorqué en disant de quoi ils parlent. Il y a la continuité de l'État, mais la continuité de l'État ne s'exprime pas partout, et surtout dans ces domaines de souveraineté par rapport aux questions de financement, n'est-ce pas, de nos États. Un pays comme le Tchad, plus de 90% de son financement pratiquement, excusez-moi, bien 80, je ne veux pas être sexif, c'est la manne pétrolière. Alors, quand on va commencer on essaie de voir clair dans les différentes rubriques de ce financement de ces biens pétroliers, on se rend compte qu'une rubrique aussi importante comme celle-là leur fait défaut, et vous pouvez bien légitimement comprendre le courroux, n'est-ce pas, du secrétaire général de la présidence
la République tchadienne, qui a certainement tout simplement mis en musique une décision du président Mahamat lui-même pour dire je ne suis pas d'accord, je ne suis pas content de la manière dont vous continuez de nous tailler les croupières. Et c'est ça qui exprime cette colère-là. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à une réunion tripartite, peut-être quadripartite, avec les institutions qui se chargent justement de cette régulation de la CEMAC. Alors on aura la société elle-même, on aura les représentants du Tchad, les représentants du Cameroun et puis ceux de la CEMAC. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce type justement de réunion pour enfin, pour une fois, aboutir à une zone sans ombre, justement? Mais c'est l'objectif recherché avec ce communiqué. C'est l'objectif recherché. C'est-à-dire le Tchad hausse de ton et pousse un peu russe les brancards pour dire mais on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Revenez sur la table de négociation pour voir clair sur la nature de ces différents contrats. C'est ça le jeu du Tchad. Le Tchad dit ouvertement on n'est pas d'accord. La question qu'on aurait pu valablement se poser, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas de canaux de communication qui sont moins exposés aux commentaires du public que nous sommes, comme c'est le cas aujourd'hui, qui auraient pu être utilisés par la partie tchadienne pour ne pas ébruiter grandeur nature cette question et commencer à apporter des interrogations sur la nature même des accords qui sont signés en règle générale dans ce domaine-là. Et effectivement, ça rejoint ce que nous pensons depuis un certain temps, et depuis longtemps d'ailleurs, et que nous n'avons de cesse souvent de reprocher à nos dirigeants, c'est la question de l'opacité dans les cessions d'un certain nombre de domaines de souveraineté économique de nos États. Si je vous pose une question, par exemple, madame, nous sommes à Deido, et vous subissez souvent les coupures d'électricité de la part des néo, presque de manière quasi régulière. Vous êtes obligé d'avoir un groupe électrogène pour pallier souvent à cette coupure intempestive avec ce que cela peut causer au niveau de la rubrique dépenses de votre entreprise. Est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui combien de Camerounais sont au courant du contrat de cession par le Cameroun de la société d'électrification de l'électricité du Cameroun, Sonel, n'est-ce pas, à la société qu'il avait achetée à ce moment-là? Combien de Camerounais sont au courant? Combien? Le contrat des néo, combien de Camerounais sont au courant? Même Cambrai, combien? La régie de chemin de fer de Cameroun a été cédée au groupe Bolloré, qui est Cambrai aujourd'hui. C'est quoi la nature de ces accords? De ces contrats? Qui le sait? Il n'y a pas de fluidité dans l'information. Il n'y a pas une opacité totale. De temps en temps, on dit que oui, dans le contrat, il y a une feuille de route avec un certain nombre d'investissements que la société acquérante, la nouvelle société qui a acquis, n'est-ce pas, notre ancienne société devait opérer comme investissement. On attend, on ne voit rien. Ce qu'on voit dans le cas, par exemple, d'une société hautement stratégique, comme ce fut le cas national hier, ce sont les coupures intempestives que subissent les populations alors que le pays continue d'investir dans, n'est-ce pas, l'implantation des barrages hydroélectriques de gauche à droite, sans qu'on ne comprenne très bien où est le relèvement du niveau de l'offre énergétique pour notre pays. Donc c'est exactement le même cas. Et aujourd'hui, le Cameroun parle de renationalisation de la société. On a la CNPS, par exemple, qui se présente parmi les acheteurs de cette société. Les discussions sont pour parler avec le ministre de l'économie et le ministre des Finances, sans oublier le ministre des Industries et de l'énergie, pardon, et tout ce qui va avec. Est-ce que ce sera forcément la solution? Bon, on ne sait pas. Permettez-moi quand même un petit clin d'œil pour saluer le directeur Mokouloum Vendon. C'est ce type, n'est-ce pas, ce type de gestionnaire patriote dont le pays, nos pays ont besoin. Vous parlez du directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Mais voilà quelqu'un. Il pose des actes au quotidien qui sont des actes qui vont dans le sens d'une certaine transparence, d'abord de sa propre gestion, premièrement, mais deuxièmement, qui sont des actes qui vont dans le sens de reprendre en main
des pans de souveraineté économique qui nous échappent. Quand sa société se lance dans une opération comme celle-là, c'est parce qu'effectivement, il se rend compte qu'il y a un problème. Et que comme l'État aujourd'hui est un peu en difficulté pour essayer de se lancer dans une opération de nationalisation, sans qu'on ne soit, on nous tape sur les doigts pour le FMI et la Banque mondiale, elle, en tant que société patriotique, nationale et citoyenne, décide de s'attaquer à un gros morceau comme celui-là. Je pense que ce monsieur, un jour, en toute honnêteté et en toute, j'allais dire, liberté, les Camerounais lui rendront hommage. Parce que c'est ce type, n'est-ce pas, de manager dont nous avons besoin dans nos États. Et malheureusement, dans le domaine du pétrole, ils sont aussi rares, aussi invisibles que ce qu'on appelle les tankers fantômes. Vous avez entendu parler de tankers fantômes? Non. Qu'est-ce que c'est, Passion Parfaite d'Homme? Ce sont des espèces de tankers qui viennent pensionner de pétrole dans les pays tiers, mais qui n'obéissent à aucune règle. Non seulement aucune règle, aucune comptabilité pour l'État. Et ça se fait. Et ça se fait beaucoup dans le golfe de Guinée. Parce que c'est dans le golfe de Guinée qu'il y a un espace qu'on appelle aussi le triangle du Togo. On en reviendra un jour. Oui, oui. Alors, donc, c'est pour vous dire que vraiment, nous sommes dans ce que j'appelle le cœur, le centre du cœur des ténèbres. Ce sont des trucs tellement opaques, d'une opacité hors norme quand ça concerne le pétrole. C'est comme quand ça concerne les médicaments. C'est comme quand ça concerne la drogue. Ces domaines réservés-là font souvent preuve de vraiment de pas beaucoup de clarté dans la gestion, dans la signature des accords, dans la signature des cessions d'actifs et tout ce qui va avec. Ce sont des domaines réservés à des happy few, mais qui sont aussi empreints de beaucoup de corruption, beaucoup de passe-droit, beaucoup de bakshish, etc. Et ça n'honore ni les Africains que nous sommes, qui sommes dans des situations de misère dans laquelle nous voulons sortir. On espère qu'avec nos diamants qui sont pleins dans nos poches, ils vont nous aider à sortir de là. Mais si ça continue comme ça, ça peut déboucher sur des situations désagréables. Et vous avez vu la tonalité que contient ce communiqué, le ton qui a été donné là, et n'est pas un ton du tout amical. Et il essaie de mettre à nu des difficultés, d'avoir des rapports un peu plus apaisés entre ces deux pays. Je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Justement, Passion Parfaite d'Homme, on revient sur le contenu de ce communiqué de Galigoté Gata et on se demande si finalement ce communiqué n'était pas un signe de désarroi, un signe de tant qu'à faire, je vais finir, je vais en parler et tout le public sera au courant. Puisqu'on n'arrive pas à s'entendre, tant qu'à faire, on va exposer justement non seulement la sous-région et sa lenteur, mais le fait que les deux pays n'arrivent pas à s'entendre sur ces actifs-là, mais aussi peut-être sur une certaine distance qui finalement existe entre les différents pays africains qui se disent pays amis et frères. Ça dénote surtout de l'immaturité. L'immaturité du Tchad? Non, pas seulement du Tchad, mais l'immaturité et l'irresponsabilité des administrateurs ou bien des personnes en charge de ces dossiers. Et peut-être que du côté camerounais, il y a une espèce de désinvolture qui s'apparente à du mépris côté tchadien. Et c'est très dangereux. Ça veut dire que nous rentrons dans une phase où les gens sont très peu regardants vis-à-vis des rapports avec les autres. Oui, des rapports avec les autres. Je dis, bon, de toute façon, c'est le Tchad. Nous sommes libres de faire ce que nous faisons. Et donc, on s'accommoder à ce qu'ils ont trouvé. Et la partie tchadienne leur dit, non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord. Et cette société-là, la société Savannah, d'ailleurs, que je ne sais pas si c'est la même, mais qui sera sur le point de construire une centrale hydroélectrique dans la Damaro au Cameroun. Bon, il dit qu'elle est basée à Londres, avec siège à Londres et tout ce que vous voulez. Donc, il y a des structures comme ça. Il y a des structures comme ça qui arrivent dans nos pays, dont on ne connaît pas très bien
leur historic case dans les domaines précis, c'est le cas des néons. Quand la société qui achète la Sonel au Cameroun vient, on nous raconte des histoires de monsieur Mac, je sais pas, Mac Muller, qui sont basés au Canada. Mais quand on fouille très bien, on se rend compte que c'est une société qui n'avait jamais fait dans l'exploitation hydraulique. C'était les gens qui étaient spécialisés dans les centrales thermiques. Donc, qui ne connaissaient pas grand-chose sur la question de l'hydraulique. Mais pourtant, c'est eux qui vont venir tout prendre, n'est-ce pas, de ce fleuron du patrimoine national, et avec les dégâts qu'on a connus avec la question des délestages, et avec les conséquences économiques. C'est exactement ce type, je ne dis pas de cheval blanc, mais tout presque, mais surtout des sociétés qui viennent, qui vont se ruer, n'est-ce pas, sur des pans de nos économies comme ça, comme le véritable yen, et vont dépecer, ils vont vraiment mordre à pleines dents là-dedans et prendre le maximum qu'ils peuvent prendre, mais avec la complicité. C'est là où il y a une hic de certains de nos fonctionnaires en charge de ces questions. Donc, vous me demandez, le Tchad aurait pu faire autrement, mais peut-être les relances incessantes du Tchad vers la partie camerounaise, n'ayant pas trouvé solution, une oreille attentive, par pis-aller dans un ras-de-bol, le Tchad a dit, bon, puisque c'est comme ça, vous ne voulez pas nous écouter, nous allons procéder autrement. Mais ça prouve, et c'est là où c'est extrêmement dangereux, la distance du point de vue d'une certaine perception amicale, n'est-ce pas, des relations qui commencent à se créer entre ces deux pays. Ça veut dire qu'il n'y a pas de cohésion. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lieu, d'espace de résolution de ces questions qui sont des questions prioritaires. Ça veut dire qu'il n'y a pas... Même avant, il y avait des espèces de commissions mixtes, même si elles n'étaient pas officielles, pour que des questions qui sont pendantes comme ça, qui peuvent dégénérer et produire soit directement gérées en interne, de mésententes, puissent être gérées dans l'urgence sans que les secrets d'alcôve parviennent au grand public. Malheureusement, c'est la gouvernance africaine aujourd'hui et qui dénote d'un certain malaise. Un malaise dû au fait que le management à la tête de nos États, que ce soit du côté tchadien, du côté camerounais aussi bien sûr, commence à être sujet à préoccupation. Oui. Merci Passion Parfendum. On sort de ce sujet en se demandant bien à quoi s'attendre alors dans les prochains jours, à quel type de réaction de la part du Cameroun. Comme je le disais tout à l'heure, vivre aujourd'hui un malaise diplomatique avec le Tchad ne va pas apporter une très belle étiquette au Cameroun dans la sous-région finalement. Mais surtout, on va commencer à doucher les espoirs. Les Camerounais avaient beaucoup d'espoir, les Africains en général avaient beaucoup d'espoir, surtout avec le dernier sommet, sur les opportunités, mais surtout sur la capacité de coopération assez ferme, assez régulière, assez robuste entre les différents États, surtout que nous nous projetons vers des avenirs avec des rêves de souveraineté. Mais quand on commence à voir qu'entre deux pays leaders, le Tchad et le Cameroun, il y a ce niveau d'écart du point de vue de la chaleur naturelle que devait contenir leurs deux relations diplomatiques, n'est-ce pas, ou bien les instances fêtières diplomatiques à ce niveau-là, on peut bien se poser la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui tourne par rond. Et commencer à douter de la capacité de ces États-là à impulser réellement, n'est-ce pas, un développement tant attendu par les peuples de cette sous-région. Parce que vous voyez la dichotomie, vous voyez l'hiatus entre temps. D'un côté, l'espoir qu'a suscité la signature des accords entre les BRICS et les Républiques centrafricaines, et boum, nous tombons sur ce communiqué qui nous montre que là, non seulement il y a des choses qui se passent du point de vue de certains accords pétroliers qui sont
qui sont bizarres, qui sont empreints de corruption, qui sont empreints de une espèce de pression, n'est-ce pas, des tiers pour forcer la main à la partie tchadienne à accepter un dol que le Tchad refuse d'accepter, et qui ne font croire que si cet exemple-là a pu émerger, peut-être que ce n'est que la partie visible de l'iceberg par rapport à l'ensemble, à ces montagnes d'accords, de cessions de X et Y, n'est-ce pas, de ce qui constitue l'essentiel de nos richesses, et que si c'est comme ça que ça se passe, ça veut dire qu'en réalité, nous avons vraiment du pain sur la planche. Et c'est une interpellation aussi vis-à-vis de nos Camerounais, pardon, de nos administrateurs, dans tout pas que je parle de Cameroun parce que je suis Camerounais, en nous leur disant, mais soyez un peu patriotes. Attention, le monde vous regarde, vous ne pouvez plus continuer à avoir les mêmes comportements, n'est-ce pas, de petites mafias entre soi, qui, quand elle est mise à nu, comme c'est le cas, donne l'impression que nous sommes en face vraiment des gens qui se comportent ici chez nous comme un terrain conquis, chacun faisant l'effort de se mettre plein les poches le temps qu'il est là, et puis bon, quand il n'est plus là, l'enfer c'est les autres. Il faut arrêter ça, il faut avoir des principes de gestion moraux, même les principes moraux qui doivent irradier tout le corps de ceux qui sont en charge, ceux qui sont hautement sensibles, mais hautement importantes pour la survie de nos États et de nos peuples, et qu'il est hors de question qu'on continue de laisser cette espèce de gabégie, n'est-ce pas, entourée, mais surtout de zones d'influence d'ordre divers, continuer d'entourer ces contrats qui sont hautement stratégiques et importants pour nos pays. Moi, par principe, je me dis, il faudra un nouveau type d'Africains pour qu'ils comprennent très bien que là se joue aussi l'avenir de nos pays. Parce que quand vous avez à la tête de nos institutions, des gens qui peuvent produire de tels résultats vis-à-vis des questions aussi sensibles que celles-là, il est fort à craindre qu'on ne soit pas dans les dispositions pour être capable de faire le pas qualitatif attendu par tous et de manière vraiment efficace pour permettre que le maximum de ce que nos pays devraient engranger comme bénéfice dans ces différentes exploitations et contrats reviennent effectivement à nos pays. Parce que là, on voit bien que c'est, j'allais dire, c'est l'intérêt à la fois personnel, partisan, des groupes, des amis, des copains et des coquins qui est privilégié par rapport à l'intérêt national qui devait commander un certain sérieux, une certaine célérité dans le traitement des problèmes comme cela, surtout quand il y a des points d'achoppement, comme c'est le cas avec ce fameux contrat. Merci Passion Parfendum. Nous allons clore ce sujet et on reviendra certainement dans les prochains jours, si jamais cette actualité, bien entendu, évolue. Permettez-nous de prendre une courte transition pour revenir cette fois-ci parler de dédollarisation. Encore la dédollarisation. Vous nous regardez toujours sur nos différentes plateformes For You Media Africa et nous écoutez sur la 96.3 FM For You Radio. Selon un site d'information turc, plusieurs pays émettent le souhait d'abandonner aujourd'hui l'utilisation du dollar. Parmi ces pays figure le Brésil, sans surprise évidemment, mais la France également. Deux grandes puissances économiques aujourd'hui, l'on pourrait le dire, du Brésil et avec beaucoup de réserves également de la France, qui voudrait renoncer au dollar sur les marchés internationaux, ce qui montre la nécessité d'abandonner la monnaie des États-Unis à l'échelle mondiale. Précédemment, Lula da Silva avait appelé les BRICS à rechercher une alternative au dollar en ce qui constituait la création d'une monnaie commune au sein de ces différents pays. Entendez le Brésil lui-même, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, sans oublier... j'ai oublié un pays ? Oui, les BRICS,
Brésil, Oui, Inde, Russie, Inde, Russie, Chine. oui, oui, voilà. Je crois que Voilà. j'ai cité tout le monde. Je pense D'accord. que ça t'a fait le Voilà, tour. voilà. Allez, donc quand on regarde cette actualité, justement Passion par Fandom, la présence peut-être de la France aujourd'hui pourrait être assez étonnante quand on sait que celle-ci, même si aujourd'hui Emmanuel Macron a décidé que l'Europe n'est pas obligée d'être suiviste des États-Unis, l'on sait que ça a toujours été comme des si à moi. Mais peut-être sur le plan économique, cette fois-ci, chacun a ses intérêts. Non, c'est-à-dire que ce sont les soubresauts Oui. de l'ancien monde qui ne peut pas mourir. Il essaye encore de donner l'impression qu'il puisse exister. Qu'il peut voler de ses propres ailes. Non, qu'il pourra encore tenir. C'est-à-dire que nous sommes dans la phase, c'est une période de latence. N'est-ce pas? Nous sommes en plein dans cette période de latence. Avec, n'est-ce pas, la création de ce nouveau monde, ce nouveau paradigme, Oui. ce monde multipolaire dans lequel nous espérons que les échanges économiques et commerciaux seront plus équitables. La question du dollar, c'est quoi? La question du dollar, c'est qu'elle a été imposée au reste du monde comme monnaie par excellence, comme étalon monnaie pour les échanges commerciaux partout dans le monde. Et cela fut possible grâce à deux raisons. La première raison, à mon sens, c'est le fait que le principal producteur de pétrole, qui était l'Arabie Saoudite, avait signé un accord avec les Américains qui stipulait que l'achat de pétrole saoudien devait se faire exclusivement en dollars. Et cette décision, de manière tacite, a été étendue à l'ensemble de ce puissant marché qui est quand même le carburant qui fait tourner le moteur de toutes les économies aujourd'hui. On a beau parler des énergies renouvelables, mais les hydrocarbures, en règle générale, continuent d'avoir une place largement importante dans la production de ce qui est carburant et jus pour faire tourner les machines qui font tourner les industries mondiales. Donc, à partir de ce moment-là, le dollar s'est imposé, et cet accord qui s'est renforcé en 1973 permettait aux États-Unis, écoutez très bien, d'engranger les bénéfices capables, en fait, ces bénéfices qui ont continué à soutenir et à financer leur déficit, quelle qu'en soit une transaction qui était faite sur le marché international, même quand les États-Unis n'étaient pas partie prenante de la transaction. C'est-à-dire, le Cameroun vend son pétrole au Japon, mais on libelle l'échange en dollars. Et de manière de facto, les États-Unis, comme émetteurs de dollars, pensionnent un intérêt sur cet échange. Donc, et ça conduisait à une autre implication. Tous les pays du monde faisaient la course pour avoir des devises en dollars en termes de réserve. Donc, les États-Unis pouvaient battre monnaie comme ils voulaient, mais surtout pouvaient mettre à disposition du marché international des dollars qui, pour la plupart, ne reposaient sur aucune richesse réelle. Et cette inflation galopante des États-Unis, et chaque fois on se casse la tête, me dit, mais comment une économie peut fonctionner avec de tels écarts, sans qu'il y ait une cessation de paiement, sans qu'il y ait une véritable crise économique. Mais c'est parce que la puissance économique du dollar permettait aux États-Unis de tout se permettre. Si je peux, n'est-ce pas, utiliser ce terme-là. Maintenant, cela fut couplé aussi par les forces militaires. Depuis la chute du mur de Berlin, ils étaient restés la seule puissance militaire au monde. L'une des raisons, là maintenant je vais revenir à la France, pour lesquelles Saddam Hussein fut tué, ce n'est pas parce que Saddam Hussein massacrait son peuple. C'est faux. Je vous rappelle que pendant la guerre Iran-Irak, Saddam Hussein est vraiment le protégé des Occidentaux. C'est les Occidentaux qui arment et aident l'Irak pour combattre l'Iran de Mollah. Et cette guerre-là, je pense qu'on n'en parle plus assez aujourd'hui parce que le temps a un peu passé. A créé des milliers et des milliers, des dizaines de milliers de morts. Quand l'Irak de Saddam Hussein commence à réfléchir et a dit ouvertement qu'avec la venue de l'euro dans le marché des monnaies dans le monde, et le fait que l'euro
avec la propagande et les charmes qu'elle mettait en avant, on avait l'impression qu'on avait enfin une monnaie qui pouvait concurrencer le dollar. Saddam Hussein décide donc qu'il va commencer à faire ces échanges de vente de pétrole en euros. Les États-Unis disent, ok, maintenant c'est suffisant. Le moment est venu de nous débarrasser de ces messieurs qui commencent à donner des idées qui ne sont pas dans les idées de l'ordre établi aux autres. Ce sont les lobbies, deux gros lobbies. Le lobby du pétrole et le complexe militaro-industriel américain qui ont décidé d'abattre Saddam Hussein. Ceux qui étaient aux affaires, au temps de Bush, c'était tous des gens qui avaient des intérêts dans l'industrie pétrolière et dans l'industrie des armements. Tous ces grands secrétaires d'État, tous ces ministres-là, oui, qui étaient autour de ces gouvernants-là, étaient, quand on regarde, des gens qui étaient, soit ils avaient travaillé dedans, soit qu'ils avaient des actifs dedans, soit ils continuaient d'être à la tête de certains think tanks qui conseillaient, n'est-ce pas, ces industries pétrolières et gazières et des armements. Donc, à partir de ce moment-là, Saddam Hussein, je crois que la messe était dite pour lui. Donc, on revient donc à un nouveau monde. Avec la chute du mur de Berlin, les États-Unis se croient tout permis, mais progressivement, il y a des contradictions en interne du système capitaliste qui font émerger le fait que la Chine est maintenant, on n'est plus dans le GATT, on est dans l'Organisation mondiale de commerce, elle est membre de l'OMC, elle continue de commercer, commence à commercer avec le monde, elle commence à acheter des titres américains de manière très très importante. Donc l'économie américaine devient elle aussi un peu dépendante de l'économie chinoise parce que l'économie chinoise s'étant puissamment développée avec la capacité d'acheter des titres de dette américaine. Oui. Aujourd'hui au monde, c'est la Chine qui détient le plus de titres américains. Conséquence, on commence à se parler. On commence à espérer que vos yeux sont trop gros. Il faut être capable de partager. Il faut être capable de donner un peu de liberté aux pays émergents. Vous avez les dragons, vous avez des pays comme le Brésil, vous avez des pays comme l'Inde, vous avez des pays comme l'Afrique du Sud, et d'autres pays économiquement qui se portaient pas mal et qui estiment qu'ils commencent à se retrouver à l'étroit, n'est-ce pas, dans cette cage américaine qui les oblige, là où c'est dangereux, à respecter certains principes que les États-Unis eux-mêmes ne respectent pas. Et l'ensemble de ces guerres va continuer à produire ces raisonnements et cette manière de voir en disant nous sommes face à un partenaire hyper dominant qui nous a obligés à utiliser sa monnaie comme l'étalon de référence sur l'échange des marchés internationaux, mais qui en plus dicte un certain nombre de règles qu'eux-mêmes ne respectent pas. Toutes les règles économiques, par exemple, les déficits qui étaient acceptables au niveau de l'Union européenne, quand on regarde les déficits américains, on se pose la question, mais quoi? Comment est-ce possible? Bon. Donc, à partir de ce moment-là, je crois que la nécessité de faire des échanges dans d'autres monnaies ou bien dans d'autres paniers de monnaies qui ne sont pas les dollars commence à faire corps. C'est ça le début du processus de dédollarisation. Et il va s'accentuer avec les achoppements sur le plan, n'est-ce pas, de la défense de certains intérêts géostratégiques des pays tiers. C'est le cas du conflit du saut ukrainien. La Russie dit on ne peut plus accepter qu'on soit bousculé dans notre profondeur immédiate, comme c'est le cas avec l'Ukraine, quitte à faire une guerre, malgré le fait qu'on a tenté d'abord par le biais de la négociation, de la diplomatie, de signer un certain nombre d'accords, les accords de Minsk par exemple, pour maintenir une espèce de statu quo, pour que, bon, on ne continue pas de se sentir agressé dans notre profondeur immédiate. Bon, finalement, ça n'a pas débouché sur ça, et voilà, la guerre. Et cette guerre-là demande quoi? Demande que finalement, les États-Unis ne possèdent plus, la puissance économique qu'ils avaient avant. La manufacture du monde, c'est Pékin, c'est la Chine, qui est presque devenue la puissance économique aujourd'hui. La première puissance militaire, de plus en plus, tout le monde s'accorde à dire que c'est la Russie. Vous avez appris qu'il y a encore le plus gros satellite qui devait être lancé sur orbite par M. Elon Musk et StarX qui a explosé. Parce qu'on a l'impression que les gens n'ont pas le know-how nécessaire. SpaceX a un problème
un gros problème aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de raisonnements, puisque c'est la NASA qui encadrait cette opération, sur les capacités même de la NASA d'être compétitif dans le domaine du lancement des satellites, alors que presque pratiquement tous les lancements de satellites russes sont des succès. Oui. Et là, il n'y a pas que ce chip Land là qui a explosé de SpaceX, mais d'autres essais, même encore de la NASA, il n'y a pas très longtemps, ont échoué. Oui. Donc, on commence à se poser la question sur la validité scientifique, la capacité de la NASA à concurrencer les Russes dans ce domaine. Je pense moi à cet exemple. Alors, donc, finalement, qu'est-ce que le fait aux États-Unis pour continuer à maintenir, j'allais dire, sa force, n'est-ce pas, et son opposition sur les autres. C'était la question du dollar. Donc, on arrive à la conclusion qu'il faut procéder à la, n'est-ce pas, à utiliser d'autres monnaies, ou bien d'autres paniers de monnaie, c'est ça, la dédollarisation. Et il y a, et de plus en plus, de plus que les pays du Golfe, qui se regardaient en chaîne de faïence, les deux leaders d'Iran et l'Arabie Saoudite, on peut trouver un terrain d'entente avec un médiateur qu'on appelle la Chine et commencer à se parler. Oui. Bon, je vais vite, hein, parce que sinon on devait revenir sur l'affaire Mohamed Ben Salman, l'affaire Khashoggi et les déclarations de Joe Biden qui n'étaient pas assez mesurées, en disant qu'il n'allait plus saluer cette main criminelle entachée de sang du prince héritier saoudien. Et les Saoudiens ont bien commencé à comprendre que depuis l'Iran, le Koweït, l'Irak, l'Afghanistan, cet État qu'on appelle les États-Unis n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Et rien ne nous garantit que pour avoir fait ce qu'on a vu, et à la Syrie, et à l'Irak, et à l'Afghanistan, demain, ils ne pourraient pas se retourner contre nous. Mais par contre, ils ont une certitude. Sur le plan militaire, ce pays qui devait constituer comme une espèce de bouclier pour nous protéger, peut-être c'est pas ça. Il y a le Yémen qui le pend au nez. Ils n'ont pas pu comprendre comment les Houthis, les petites rébellions, pratiquement, est-ce le terme presque artisanal, aient pu avoir des avancées scientifiques en termes d'armes, d'armement, qui aient pu traverser les lignes de défense qui leur étaient procurées par les États-Unis au point d'endommager certains de leurs plateformes pétrolières sans qu'ils puissent avoir de répondants pour les bloquer. Donc ils ont commencé à se dire, là, on a un problème. Au Yémen, malgré notre engagement, malgré notre force, malgré les moyens qu'on a mis, on ne parvient pas à vaincre les Houthis. Au contraire, les Houthis prennent l'espace, ils occupent la capitale, ils occupent les zones clés stratégiques du pays. Cela fait dire peut-être que nous ne sommes pas arrivés au bon cheval. Donc, ils arrivent, donc, je crois qu'avec l'aide de tout ce qu'ils ont pu analyser, ou même, surtout le fait que Mohamed Ben Salman, il est quand même un peu teigneux, ou bien comment on dit ça, il a un nationalisme échevelé, c'est l'expression française, il se rend quand même compte que peut-être qu'il est grand temps d'arriver à un apaisement au niveau de conflits historiques qui opposent l'Arabie Saoudite et l'Iran. Parce que l'Iran est le leader chiite dans le monde musulman, et l'Arabie Saoudite est le leader sunnite dans le monde musulman. D'autant plus qu'il y a de nouveaux pays musulmans. Par exemple, l'Indonésie, qui est le plus grand pays musulman en termes, n'est-ce pas, de population, qui, sur le plan économique, continue à se développer, mais en maintenant des relations, n'est-ce pas, diversifiées, pas seulement avec les États-Unis, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, avec le Brésil, avec... Donc, peut-être que nous assistons à un basculement du monde. Donc, ils sont obligés de s'arrimer à cette nouvelle donne mondiale. Et la France dans tout ça. Son attitude. La France, avant, jouait ce qu'on appelle le rôle d'une puissance d'équilibre. Que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. La France est quand même un pays qui a été vaincu. Ce n'est pas l'un des pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. Grâce aux Russes et aux Africains, ne le disent pas assez, ils ont une place au Conseil de sécurité de l'ONU. Soit. Mais, sur le plan économique, la France a commencé à perdre des parts de marché non moins importantes. En Afrique, en Europe, il y a une désindustrialisation de l'économie française qui est ahurissante. Le simple fait que l'argent est roi, la France s'est vue en train de vendre des pans très importants de son industrie.
et à des pays tiers. C'est le fut le cas de l'Inde avec l'affaire ArcelorMittal, où on a dit c'est pas possible. Un petit fabricant de quoi venait acheter, comment dire ça, la zone de production de notre champagne. C'est tout dit. Donc la France perd. Mais la France se rend aussi compte qu'elle a des alliés qui sont plus ou moins ombrageux et qui ne tiennent pas les paroles. La question de la parole donnée. Oui. Les Américains font pression sur la France pour qu'elle ne vende pas des navires de guerre qu'elle avait promis à la Russie, alors que les ingénieurs russes étaient déjà venus à Saint-Nazaire, ils travaillaient déjà avec leurs collègues français sur les équipements, la construction d'un certain type d'équipements qu'il fallait pour ces bateaux. Du jour au lendemain, Paris se lève et dit non, nous refusons d'aller jusqu'au bout du contrat. Nous vous vendons plus, n'est-ce pas, notre technologie par le biais de ces navires. La Russie dit ok, pas de problème. Or, la France, elle avait gagné un marché pour fournir des sous-marins à l'Australie. Le régime Biden vient derrière et fait des bébés dans le dos de Paris. Et du jour au lendemain, le gouvernement australien décide de ne plus acheter des sous-marins français en disant qu'ils sont polluants, ils sont ceci, ils n'ont pas une grande autonomie, n'est-ce pas, de plongée. Ils préfèrent les sous-marins que leur proposent les Américains avec des batteries, n'est-ce pas, nucléaires. Pour Paris, c'est une catastrophe. Un manque à gagner terrible. Mais la France se tait. Elle s'aligne, elle ne conteste pas assez. Donc, la France comprend pertinemment qu'il y a un basculement qui est en train de s'opérer. Mais je peux vous dire, et je suis sûr que certains, il va être difficile pour Paris d'aller plus loin que cela. Il est dans une démarche qui tente à se comporter comme dans les foyers polygamiques. Oui. En fait, elle se fait désirer. Elle dit à Washington, on te voit, tu prends pied en Afrique. Sur le plan international, tu ne me protèges pas assez. Ici, chez nous, en Europe, tu laisses des petits pays comme la Lituanie, la Pologne, l'Estonie commencer à avoir des comportements condescendants vis-à-vis de moi parce que c'est toi qui leur donne cette autorisation-là. Bon, si c'est le cas, nous aussi, on va faire un peu comme des petites prostituées. Pourquoi ne pas regarder ailleurs? C'est tout. Ça ne peut pas aller plus loin que cela. Pourquoi? Parce que sur le plan militaire, la France est déjà dans le commandement intégré de l'OTAN. Et là, le ministre Lavrov l'a dit, dans les négociations futures, en ce qui concerne le pacte nucléaire américain entre eux et les États-Unis, Oui. la Russie exige qu'on mette aussi dans ce pacte nucléaire les arsenaux nucléaires français et anglais. Parce que pour eux, c'est en réalité, c'est les Américains qui coordonnent tout ça aujourd'hui. Oui. Ça vous montrer, j'allais dire, le manque d'autonomie et de capacité à la fois militaire, économique, politique, diplomatique de Paris. Oui. Oui. Est-ce que ce Paris, qui est aussi affaibli, peut prendre aujourd'hui une décision comme celle-là qui va à l'encontre des intérêts américains? That's the question. Mais on sait pertinemment qu'au-delà des mots, les gens ont continué à faire des affaires avec la Russie, par exemple. Le Japon, Oui. 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 qui a refusé d'inviter l'Afrique du Sud au G7 officiellement, le Japon a continué à acheter du pétrole russe. Il y a beaucoup de pays qui, malgré les sanctions et tout, le ramdam qu'on fait tout, ont continué, en de grande, à dire, mais vraiment, vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Parce que l'affaire de Nord Stream 2 est très grave. Il est révélateur, vraiment, de ce qui se passe en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons une Europe qui accepte de se faire harakiri, Oui. alors qu'elle avait des contrats et elle avait des possibilités, n'est-ce pas, de se faire livrer et de pétrole et de gaz, surtout de gaz, Oui. Oui. à des prix défiant toute concurrence. Avec des accords exceptionnels, avantageux pour eux. Mais il se coupe de ça. Ce journaliste américain, lui, ne comprend pas quand vous lisez son article. Comment un pays comme l'Allemagne a pu accepter qu'on sabote un pipe, le Nord Stream 2, qui lui permet de recevoir du gaz venant de Russie directement sans passer par un pays tiers, dont mettant de côté toutes les contingences, n'est-ce pas, de droit de transit que lui imposait par exemple le Nord Stream 1 à travers
l'Ukraine. Donc, je pense que ce processus de dédollarisation, si je peux chuter par là, est intimement lié à la nouvelle orientation économique mondiale, celui du monde multipolaire. Les petits pays comme l'Honduras, la Malaisie, l'ensemble, l'Iran, je ne sais pas exhaustif, commencent à comprendre qu'il est dans leur intérêt, et même l'Arabie Saoudite, de commercer avec ces pays tiers sans passer par le dollar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un, il y aura des dollars qui vont continuer à flotter sur le marché international qui ne trouveront pas preneur. Oui. Deux, certains types de changes ne pourront. Ça veut dire que le dollar ne sera plus une monnaie vers laquelle les gens vont courir pour avoir des devises en réserve. Par votre conséquence, il faut peut-être que vos banques, vos trésors soient munis de nouvelles monnaies en termes de réserve, parce que chaque fois que vous serez tenté d'aller, par exemple, acheter en Malaisie de l'huile de palme, on va vous dire, monsieur, on ne prend pas le dollar, donnez-nous autre chose que le dollar, et vous voyez que ça va commencer à compliquer le jeu. Merci infiniment, Passion Parfendum. Cette question devient subitement plus passionnante avec vous, finalement. Oui, elle est d'autant plus passionnante que il y a un clin d'œil. On se tourne vers le continent africain et l'Afrique. Et l'Afrique, alors Est-ce que nous voyons ce qui se passe? On va continuer à avoir des monnaies qui n'existent pas, comme le franc CFA, qui est une monnaie X, qui n'existe pas. Qu'allons-nous faire? Allons-nous continuer à faire nos échanges économiques et commerciaux en dollars, alors que dans bientôt, peut-être qu'il y aura d'autres monnaies qui seront prisées sur le marché international et dont il faudra absolument qu'on ait des réserves en devises assez importantes? Voilà toute la question. L'Afrique finalement, qu'elle puisse devenir souverainement, économiquement souveraine, tout simplement pour exister sur le plan commercial et ne surtout pas manquer cette multipolarisation ou alors les différentes conséquences positives que pourrait avoir cette dédollarisation mondiale sur, bien entendu, le jeu économique. Patient Parfendum, ce fut un plaisir d'échanger de ces différentes thématiques qui s'appuyait bien sûr sur l'actualité avec vous dans le cadre de Regard panafricain. Nous nous retrouvons dès la semaine prochaine pour la même émission, même heure et différents contenus. À vous, nous disons merci infiniment. C'est moi qui vous dis merci. Une fois de plus, je dis au peuple africain, par le biais de ce que nous avons servi en première partie, cette petite brouille entre, bon, je dis petite parce que je l'espère qu'elle est vraiment petite, entre le Cameroun et le Tchad. Écoutez, nous n'avons pas l'éternité avec nous. Il faut qu'on s'arrime rapidement à la cadence que nous impose les majors de l'économie mondiale. Et pour cela, l'Afrique doit urgemment penser à la création d'une monnaie africaine, à penser à créer des entités économiques africaines viables, donc un peu plus costaudes dans la sortie de ces schémas qui nous ont été imposés depuis la conférence de Berlin avec nos États et ces barrières qui n'ont aucun sens, aucune viabilité économique. Donc penser à l'unité politique de notre continent, même si on peut commencer dans un premier temps à une unité politique sur-régionale. Il faut commencer par là pour pouvoir compter, pour avoir des marchés conséquents, mais surtout pour avoir la robustesse économique et diplomatique qu'il faut dans les confrontations titanesques qui vont se passer bientôt à l'échelle planétaire. C'est très important que nous puissions d'être munis de cette nouvelle cuirasse, n'est-ce pas, pour aller aux affrontements qui seront très importants, et c'est par là que dépendra l'avenir de nos enfants, leur bien-être. Et si nous en sommes conscients, le moment est venu pour nous de jouer cette carte-là. Le moment est venu pour nous de jouer ces cartes-là et le moment est venu pour Regard panafricain de s'achever. Ce fut un plaisir de partager ces moments avec vous, auditeurs, téléauditeurs ou alors téléspectateurs. Vous étiez nombreux à nous regarder sur nos plateformes For You Média Africa et nous écouter sur notre radio 96.3 FM. Rendez-vous la semaine prochaine. Les programmes se poursuivent sur nos différents médias. Le week-end promet d'être chargé en actualité et surtout en programme. Allez, passez d'excellents moments sur nos médias. For You Radio, Ouagadougou, Bamako,
Conakry,